Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. De nombreux Béninois pratiquent le sport d'entretien sans adopter de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques pour soi-disant s'hydrater et reprendre de l'énergie. On parlera également des traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel dont la sauvegarde apparaît aujourd'hui indispensable. Au Cameroun, la psychose autour du coronavirus a entraîné une baisse de fréquentation des hôpitaux. L'automédication a gagné du terrain. Dans ce journal, un survivant du Covid-19 partage son expérience du secours sans prix du corps médical. Démarrons ce journal par les bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. De nombreux sportifs ne font pas toujours attention à leur alimentation malgré les conseils des médecins. Parfois, après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent de l'alcool. Un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue, des exercices intenses, une façon de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? La réponse dans ce reportage de Perspective Tossa. La pratique régulière d'activités physiques permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool. Une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger. Au plus tard 12h30, le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leurs vieilles habitudes pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, il fait 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport.
Le patrimoine immatériel fait partie intégrante du patrimoine culturel. C'est un facteur important de développement, surtout pour les pays en voie de développement comme le Bénin. Pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures, il est important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir donc de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions avec Fifame Salomé Atadji et Christian Devouchi. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Le dreadlock, c'est l'une des coiffures les plus en vogue et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bob Marley. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est sa particularité? Comment l'entretient-on? Les précisions avec cette interview réalisée par Perspective Tossa et César Achadi. C'est les cheveux faits en boule, en tige et tout, donc comme les miens, c'est ça les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, ont les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas celui de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Au Cameroun, la psychose autour de la pandémie du Covid-19 a fait naître de nouveaux comportements tels que la stigmatisation des soignants ou encore la baisse significative de fréquentation des hôpitaux. Face à ces dérives, l'automédication a gagné du terrain et de nombreux cas arrivent au niveau des urgences dans un état critique. Dans ce reportage, un survivant du Covid-19 partage son expérience de la maladie et du secours sans prix
de l'expertise du corps médical. C'est un monsieur de la cinquantaine, restaurateur connu et maître de taekwondo bien conservé, qui a été confronté au coronavirus. Tout de suite, il s'est jeté dans le combat. Au début, j'ai fait de l'automédication, ce qui était une grave erreur. J'ai d'abord pris toute la série traditionnelle, vous savez. Je suis allé voir quand même un pharmacien. Il m'a dit, écoutez, voilà de la chloroquine, voilà du Zitromax, de la zithromycine. Au bout de 5 jours d'automédication et floué par un pharmacien véreux qui lui vend de la fausse chloroquine, Sa Majesté Eteki, qui entrevoit l'au-delà, est tout près de jeter l'éponge. Il y a eu une soirée où j'arrivais vraiment pas à respirer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se dit, si on respire pas, c'est que c'est vraiment, c'est compliqué, quoi. J'ai rédigé mon testament à 3 heures du matin. Cette affaire-là fait peur. Sur les conseils avisés d'un ami, le maître de taekwondo décide de déporter la bataille contre le Covid-19 sur un autre terrain, une clinique. Vitamines et zinc compris, j'avais 9 médicaments. Donc il y avait la chloroquine bien évidemment, avec la zithromycine, le Xarelto. Et puis après ça, on m'a donné un médicament pour protéger mon foie. C'était tout un package. Et c'est, je pense, ça qui m'a permis au bout de 5 jours, après la première prise, de me sentir bien. Quelques kilos en moins et toujours fatigué, c'est un homme décidé à vivre autrement qui sort victorieux de cette lutte acharnée pour la vie et tient à envoyer ce message à tous ceux qui fuient désormais les hôpitaux. Je me suis dit, il y a des Camerounais qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook. Donc eux, je dois les laisser mourir, ne pas leur dire. Les Camerounais doivent tous se soigner et nous avons des médecins compétents. Ça, il faut le préciser. C'est-à-dire que cette clinique-là, le centre des maladies respiratoires à Bonanjo de Dr Tengan et c'est Dr Mbevo Ornella qui m'a soigné. Ces 2 personnes-là font de la médecine. Loin de la querelle des médecins sur ce qui fonctionne ou pas, le chef des Bouénais de Bodiman n'a qu'une idée, aider à sauver la vie aux nombreuses populations camerounaises qui ont en ces temps troublés des questions plein le cerveau. Au Burkina Faso, la filière coton est de nouveau sur la pente ascendante après 2 années de contre-performance consécutives. D'après un communiqué du Conseil des ministres, la récolte d'or blanc a atteint 464 000 tonnes pour la campagne 2019-2020, soit 6,4% de plus que la production de la campagne 2018-2019. Ce léger rebond s'explique, selon l'exécutif, par les mesures de relance prises en faveur de la filière durant la campagne écoulée. Il s'agit notamment de la réduction du prix de cession des intrants et de la hausse du prix garanti aux producteurs. Et ce sera tout pour cette édition. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.